Bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça fait un moment. On va parler aujourd'hui de comment vous pouvez faire pour éviter l'AVC. L'AVC, c'est une maladie qui touche beaucoup d'Africains en ce moment, beaucoup de personnes au pays. Et on ne peut pas laisser les choses comme ça, quoi. On doit faire quelque chose. Je suis un résilient, plus qu'un résistant. C'est-à-dire quelqu'un qui sait transformer les choses, qui sait ne pas subir. Je refuse de subir. Même si je ne vais pas y arriver, mais je fais ce que je peux pour changer les choses. C'est ça, je suis un résilient. Je vais trouver toutes les ressources en moi et à l'extérieur pour changer les choses. Merci de partager ce live. Soyez résilients comme moi, au-delà de la résistance. Trouvez les ressources en vous pour changer les choses. Je vais faire tout un live là-dessus sur la résilience, au-delà de la résistance. Résister, c'est bloquer, se protéger. Être résilient, c'est transformer les choses autour de vous, transformer les choses en vous. C'est ça un résilient. C'est pas être résigné, c'est pas la même chose. Une personne qui est résignée, c'est une personne qui est défaitiste. La résilience, c'est autre chose. C'est des mots qui sonnent pareil, mais c'est pas la même chose. C'est au-delà de la résistance. Et j'en parlerai. Pour réussir dans ce bas monde, il faut être résilient. Donc, aujourd'hui, je souhaite vous donner quelques conseils pratiques sur comment faire, vous les résilients de 2019, vous les résilients de tous les pays, vous les résilients du Gabon, au-delà des résistants que vous êtes. Comment faire pour éviter les AVC? Je vais m'appuyer sur le rapport dont je vous ai parlé, un rapport qui a été fait par une université australienne et qui a étudié plusieurs pays, 188, plus d'une centaine en tout cas, pendant très longtemps. De 93 jusqu'à très récemment en 2013. Ok? Donc on va essayer de parler de cela. D'abord, on va s'expliquer c'est quoi l'AVC. Concrètement, faites une plongée en vous-même. Il y a du sang qui circule dans vos veines, dans vos artères. Ce sang touche toutes les zones de votre corps. Il faut que ce sang circule de manière fluide. Comme si vous aviez de l'eau dans le canal de la SEG, pour ceux qui sont gabonais. Dans le canal de la société d'eau de votre ville. Si l'eau est bloquée, s'il y a des cailloux, si l'eau devient de plus en plus lourde, parce qu'elle est saturée, parce qu'elle embarque beaucoup de déchets, cette eau ne circule plus correctement dans les tuyaux. Ça va provoquer des blocages dans le tuyau. C'est comme quand vous faites la vaisselle et que vous laissez traîner des déchets dans votre vaisselle. Ces déchets-là vont se mélanger avec l'eau. Et quand l'eau va circuler dans les tuyaux d'évacuation, ça peut créer des blocages. C'est la même chose, c'est cette même mécanique qui se passe dans votre corps avec votre sang. Tout ce que vous absorbez et qui n'est pas éliminé, tous les déchets qui rentrent par la bouche, par la peau, par les narines, par toutes les formes d'ouverture de votre corps. Quand ça rentre dans le sang, ça va saturer le sang et le sang peut devenir lourd. Vous me suivez? Tout part de là. On a 20 minutes ensemble. Partagez le live. D'abord pour vous expliquer. Donc plus votre sang sera saturé, plus vous aurez des déchets dans votre sang. Des déchets que vous n'avez pas évacués ou éliminés, plus vous aurez des risques d'avoir des AVC parce qu'au bout d'un moment, ces déchets vont provoquer la même chose que dans votre plomberie, c'est-à-dire qu'il y aura un blocage de la circulation du sang. Et hop, quand ça touche une artère, ça coince comme ça. Le sang ne rentre plus, le sang ne sort plus, le sang ne circule plus. Quand il y a ce blocage et que l'artère finit par mourir, on appelle ça un AVC ischémique. Et quand l'artère finit par éclater, comme quand un tuyau est débordé, un tuyau en plastique, imaginez, vous lui foutez du sang coagulé, du sang lourd, et au bout d'un moment, il pète. C'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Maintenant, on va regarder ensemble ce qui peut créer l'un ou l'autre des problèmes à partir du rapport dont je vous ai parlé. Maintenant, vous avez tous compris
que le plus important, c'est de ne pas absorber n'importe quoi. Et encore plus important, de savoir éliminer ce qu'on a absorbé. C'est deux choses pour commencer par le principe. Ne mangez pas, n'absorbez pas, ne respirez pas n'importe quoi. Deuxième chose, si vous avez mangé, absorbé, respiré n'importe quoi, alors il faut savoir l'éliminer. Vous comprenez avoir les réponses? Vous commencez? On va y arriver. Donc, d'après cette étude, ils ont classé 17 facteurs. Quand je dis facteurs, c'est quoi? Ce sont des éléments déterminants de votre environnement ou de votre habitude de vie ou même de votre génétique qui vont vous amener vers des facteurs de risque, vers des risques de faire les AVC. C'est ce qu'on appelle les facteurs déterminants. Ça veut dire que si ces facteurs-là sont présents, si ces conditions sont remplies, il y a de très fortes chances que vous fassiez un AVC. Et du coup, on va parler de ces facteurs. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'est pas de rester sur ce qu'on appelle la pathogénèse, c'est-à-dire la compréhension du pourquoi il y a l'AVC. Mon but, c'est de vous amener vers la salutogénèse, c'est-à-dire comment faire pour ne pas avoir l'AVC. Comment préserver sa santé des risques de l'AVC. Pathogénèse, comprendre la maladie. Salutogénèse, sortir de la maladie et être en bonne santé. Je vais parler des deux en même temps. Mais ce n'est pas encore ce live où je vais vraiment parler de l'accent sur la pathogénèse et la salutogénèse. Donc, plongeons-nous un peu dans les facteurs de risque de l'AVC. Je dis bien facteurs de risque. Il y a donc une classification de ces 17 facteurs. Je vais amener cette classification sur l'Afrique centrale. C'est une étude. Elle est parue il n'y a pas longtemps, donc en 2018. Et cette étude a été saluée par la plupart des scientifiques parce qu'il y a des éléments intéressants dans cette étude. On va donc regarder de près ce qu'ils ont dit. Le facteur numéro 1 d'après cette étude, et là je m'arrête qu'en Afrique centrale, parce que là je vais parler que d'Afrique centrale, mais il y a d'autres pays, il y a vraiment tout le monde est là, le monde est versé, waouh. Hein, je peux vous dire par rapport au monde, et je vais faire la comparaison avec l'Afrique centrale. Le facteur numéro 1 déterminant pour causer les AVC, c'est la haute pression ou forte pression artérielle, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Dans le monde entier, facteur numéro 1. Et en Afrique centrale, c'est aussi le facteur numéro 1. Dans la plupart des pays, c'est le facteur numéro 1. Ça veut dire quoi? Une forte pression sanguine, une hypertension artérielle. C'est quand le sang qui pulse dans vos artères là, quand les artères sont tout le temps en mode tension, ils sont tendus, comme imaginez que vous avez un tuyau d'eau, et tout le temps vous lui balancez de l'eau et il est tendu, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que le tuyau d'eau d'arrosage soit tout le temps tendu? Parce qu'on pulse, mais qu'est-ce qui fait qu'on pulse? Il y a beaucoup de facteurs, il y a des facteurs génétiques, mais il y a aussi des facteurs de comportement. Vous savez que l'homme est un animal qui vivait dans la nature. Et avant, quand l'homme était en danger ou qu'il était dans une situation qui le met en menace, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'augmentait par la production de l'adrénaline, il l'augmentait lui-même, le rythme de son cœur. Et du coup, le cœur se met à pulser fort. Et quand il pulse fort, il balance du sang. Et quand il balance du sang, les artères sont tendues. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens que calme-toi, baisse un peu d'un ton. Parce que si tout le temps, tout te met en stress, ton mécanisme biologique va se déclencher. Il n'y a pas que le facteur génétique, il y a aussi des facteurs de comportement. Tes mécanismes biologiques de défense, soit tu te sens attaqué, soit tu te sens tout le temps en danger, tu t'occupes de tout est un problème pour toi. À partir de ce moment, tu fabriques tout le temps de l'adrénaline, matin, midi, soir, que les problèmes. Et du coup, au bout d'un moment, tu peux finir par fatiguer tes artères, elles sont tendues tout le temps. Pression artérielle élevée. Je vous donne un exemple. Comprenez que c'est comme la mécanique des tuyaux. Tout le temps, le flux sanguin, pou. Ça peut être génétique, ça, je ne peux rien dire là-dessus. Mais il y a aussi les facteurs de comportement. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont hypertendus sont des gens qu'on dit nerveux. Parce qu'ils prennent tout de là à là, du tic au tac. Tout est un problème. Donc, les mécanismes de défense dont je vous ai parlé, biologiques, fabrication d'adrénaline et tout le reste, ils sont tout le temps en œuvre. Parce que la personne est tout le temps en danger, parce qu'elle s'occupe tout le temps des problèmes.
commencez par essayer de suivre tous les conseils que le médecin va vous donner sur votre nutrition, votre qualité de vie, le sport, etc. L'équilibrage de la nourriture, on va en parler, pour éviter ou limiter l'hypertension artérielle. C'est le premier facteur dans le monde et en Afrique centrale. C'est le premier facteur qui vous amènera vers l'AVC. Ce n'est pas le seul. Ça veut dire que même si vous avez une hypertension artérielle faible, vous pouvez toujours avoir l'AVC. Mais c'est le premier facteur. Ça veut dire que si vous l'avez forte, vous avez plus de risques que tout le monde de faire potentiellement un AVC. Je parle au conditionnel. Merci de partager le live. Facteur numéro 1. Je ne vais pas tous les faire, je vais faire les plus importants. Facteur numéro 2 dans le monde, c'est quoi? Faible consommation de fruits dans la journée. Facteur numéro 2 dans le monde. Et en Afrique centrale, c'est également le facteur numéro 2. Ça veut dire quoi, faible consommation des fruits? Pourquoi on a besoin de consommer des fruits? Les fruits nous permettent d'éliminer des toxines. Les fruits, justement, c'est ça que je vous expliquais au début, c'est que votre sang, quand il est saturé, mais il va finir par devenir lourd. Et quand il est lourd, il circule moins bien. Quand il circule moins bien, il peut créer des bouchons dans vos artères. Quand il peut créer des bouchons dans vos artères, il peut provoquer les AVC. Donc c'est le sang lourd et pollué et saturé qui est en fait la première. C'est l'élément qui détermine le fait que vous ayez un AVC. Maintenant, le fruit va vous aider à éliminer. Je classifie, je n'ai pas dit que c'est un risque. Attention, il faut bien qu'on se comprenne, ceux qui vont prendre ce live. Je ne vous dis pas que si vous éliminez un risque, vous n'aurez pas un autre. Je vous dis que quand on classifie, parce qu'on fait une étude sur la base d'un ensemble d'éléments qu'on prend. Et quand on regarde l'ensemble d'éléments, on dit que à tant de pourcents, ça va être tel truc. À tant de pourcents, ça va être tel. C'est comme ça qu'on classifie en disant facteur numéro 1, facteur numéro 2, facteur numéro 3, facteur numéro 4. Et on les classifie par niveau de dangerosité en fonction de l'impact que ces facteurs ont lorsqu'on constate un AVC. Donc je vous présente une classification qui a été faite. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le 1, alors forcément vous n'aurez pas l'AVC. Non. Ça veut dire que si vous éliminez le facteur le plus important, c'est déjà bien. Continuez. Éliminez le deuxième aussi, c'est déjà bien. Continuez. Éliminez le troisième aussi. Il faut travailler sur tous les facteurs, surtout les plus à risque. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. Je ne vous fais pas la science et les maths. Je ne vous fais pas les absolus et les dérivés, les racines carrées. Je vous dis que si vous influez sur les différents facteurs, vous allez éliminer le maximum de risques. Mais si vous n'influez pas en vous disant que de toute façon, ça ne sert à rien, il y a beaucoup de facteurs, la vie est ainsi faite, on doit mourir de quelque chose, il ne faudra pas vous plaindre quand vous aurez la rhyadite aiguë. La rhyadite aiguë, c'est la maladie de Riyad. Une rhyadite qui au Gabon s'appelle plus couramment l'AVC, la rhyadite aiguë, avec saignement, on ne sait à quel endroit. Et ça guette tout le monde. Régis Lakochalianga, rhyadisé. Il a été rhyadisé. Il y a des gens riches, connus, pas connus, qui sont rhyadisés. C'est très important. Riches comme pauvres. La rhyadite vous guette. Continuons. Et qu'est-ce que c'est concrètement qu'une faible consommation? Alors, Alain Koumba, je vais te répondre après. Qu'est-ce que c'est concrètement qu'une faible consommation de fruits? Parce que, je répète encore, il y a beaucoup de gens qui se disent « Moi, je n'ai jamais eu l'hypertension artérielle élevée. Donc, je ne suis pas dans la catégorie des gens qui ont eu l'AVC à cause de l'hypertension. » Mais l'hypertension artérielle élevée n'est que le risque numéro 1. Il y a le numéro 2, il y a le numéro 3, il y a le numéro 4, il y a le numéro 5, il y a jusqu'à 17 facteurs de risque. Ne vous arrêtez pas parce que vous avez travaillé sur le numéro 1. Il y a aussi le 2, il y a aussi le 3, il y a aussi le 4. Donc, je vais vous les faire. Suivez jusqu'au bout. Ne soyez pas réfractaires à votre propre salut. Alimentation pauvre en fruits. Risque numéro 2. Ça veut dire que quand vous ne mangez pas assez de fruits, vous avez toutes les chances d'avoir le numéro 2, le top numéro 2 des risques qui vont potentiellement causer un AVC. Des facteurs de risque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après cette étude? Cette étude nous dit que ce risque causé par le fait que vous ne mangez pas assez de fruits
concrètement, c'est que vous ne consommez pas plus de 200 grammes de fruits par jour. C'est-à-dire que vous consommez moins de 200 grammes de fruits par jour. Quand vous consommez chaque jour moins de 200 grammes de fruits, vous êtes exposé au facteur de risque numéro 2, qui lorsque vous êtes exposé à ce facteur, peut vous amener vers un AVC d'après l'étude dans 188 pays. Pendant des années, plus de 20 ans. Vous avez facteur numéro 1, j'ai fini. Là, on est sur facteur numéro 2. Regardez votre consommation de fruits journalière. 200 grammes, c'est quoi? C'est à peine, si je regarde en termes de consommation en verre, on va dire que un verre de café habituel, une tasse en fait. Une tasse, on va dire que c'est dans les 15 grammes de fruits. 15 grammes de fruits, en général, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Ça, c'est un verre, à peu près, si ma mémoire est bonne. Donc, essayez de voir. Lorsqu'on vous dit, voilà, une tasse de 25 litres, une tasse de 25 litres, par exemple, c'est 220 grammes de sucre en poudre. Regardez un peu en termes d'équivalent. Ça veut dire, on va vous dire en France, manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Je dis bien 5 fruits et légumes. Ça veut dire que dedans, vous pouvez mettre 3 fruits, par exemple. Essayez. Banane, orange, mandarine, même pamplemousse, faites. Chaque jour, vous allez influencer le facteur numéro 2. Je ne vous dis pas que quand vous allez l'influencer, vous n'aurez plus l'AVC. Mais je vous dis que vous allez diminuer les risques. Et il ne faut pas manger, effectivement, comme dit Muriel, il ne faut pas aller chercher les fruits avec les pesticides. Parce que vous allez quitter un problème pour avoir l'autre. Les pesticides, c'est pareil. Non seulement ça va vous saturer aussi le sang, mais ça peut même vous créer autre chose. Des cancers et tout le reste. Là, c'est maintenant un autre problème. C'est pour ça qu'on vous dit que cultivez vous-même vos fruits. Les fruits qui sont derrière la maison. Les fruits qui sont le long de la route. Les fruits que vous achetez chez les papas et les mamans là qui cultivent de manière naturelle et bio. Prenez-les. Mangez-les. Faut pas regarder les fruits pour regarder. Faut pas aller boire les jus de fruits quand vous avez soit envie de manger du fruit. Vous allez acheter les jus de fruits. C'est pas bon. On va voir tout à l'heure que ça fait aussi partie d'un autre facteur de risque. Donc je suis au deuxième. Je continue. Troisième facteur de risque d'AVC, je dis bien facteur de risque. Si vous êtes exposé, vous augmentez vos chances. Et c'est le troisième dans le classement. Dans le monde entier, c'est un indice de masse corporelle élevé. Ce qu'on appelle généralement le surpoids. Je ne vais pas encore jusqu'à l'obésité, mais ce qu'on appelle généralement le surpoids. Et il y a un indicateur qu'on calcule d'indice de masse corporelle élevé. Vous voyez, j'ai fait facteur 1. C'était hypertension artérielle. Quelqu'un va me dire, moi je n'avais pas. Ok. Quelle était ta consommation de fruits et légumes par jour? Ah, là tu commences à réfléchir. Ok. Maintenant je tombe sur le troisième. Indice de masse corporelle. Il y en a qui ont tout mélangé. C'est-à-dire qu'ils ont tous les risques là ensemble. Mais il y en a d'autres qui ont un seul risque et pas les autres. Mais ce n'est pas parce que tu as un seul risque et pas les autres que tu n'es pas à risque. Il faut travailler dessus. Indice de masse corporelle élevé. Il y a un indicateur d'indice de masse corporelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un indicateur qui se calcule à base du poids. Vous voyez? C'est généralement on dit que quelqu'un a un indice de masse corporelle élevé quand son indice est supérieur à 23 kg par mètre carré. Si ça se calcule, vous allez voir un diététicien, il va vous calculer ça. Là, on est dans surpoids, voire plus loin obésité. Si vous êtes dans cette situation, on vous dit que, ah, attention, le médecin vous a dit, ah, attention, surveillez votre indice de masse corporelle. Essayez de maintenir votre poids. C'est que vous avez déjà un risque qui est là par rapport à d'autres maladies, mais l'AVC en fait partie. Et c'est le troisième facteur parmi les facteurs dont je vous ai parlé. 23 kg par mètre carré. Donc Jefferson rajoute ses poids sur taille au carré. Vous voyez? Donc vous faites votre poids, vous divisez par la taille au carré. Et vous allez avoir un indice de masse corporelle. Si vous trouvez une valeur supérieure à 23, là, il y a un problème. Ça veut dire que vous avez, pour cette étude-là, vous avez un indice de masse corporelle qui est élevé.
vous commencez à être en surpoids. Et l'obésité, ça va encore plus loin. Je vous ferai une émission spéciale sur l'obésité sur la base d'un documentaire de Arte. Comme ça, vous allez mieux comprendre en quoi l'obésité et surtout le surpoids touchent aujourd'hui une très grande frange de la population mondiale. Voilà le troisième facteur. J'avance dans les facteurs. Attention, je répète à ceux qui arrivent dans le live, merci de le partager. Il ne faut pas que vous disiez que comme vous n'avez qu'un seul risque, ça va vous être sauvé. Ou bien que comme vous échappez à un seul risque, donc ça va vous être sauvé. C'est un ensemble de risques. Et cet ensemble-là, il y en a qui ont tout en même temps. Et il y en a d'autres qui n'ont qu'un seul risque et pas les autres. Il faut donc essayer de voir quels sont les risques auxquels vous vous êtes exposé et travailler dessus. Plutôt que de dire, ah, moi je n'ai pas l'hypertension, donc je suis sauvé. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais continuer. Le facteur numéro 4 dans le monde entier, d'après cette étude, le numéro 4, et je vais m'arrêter au numéro 5, le numéro 4 dans le monde entier, c'est une très forte consommation de sel. Le facteur de risque numéro 4 dans le monde entier. Et en Afrique centrale, le facteur numéro 4, c'est une faible consommation de légumes. Je vais m'arrêter à 5. Donc, passons au facteur numéro 4 dans le monde entier. Très forte consommation de sel dans le monde entier. Ça correspond à quoi exactement? D'après l'étude, une très forte consommation en sel, sans que ça veut dire les gens qui mangent beaucoup salé, mais je vais vous dire l'indicateur. C'est que vous consommez plus de 5 grammes de sel, tout compris, tout ce qui est salé, par jour. Plus de 5 grammes de sel par jour, ça veut dire plus d'une cuillère à café de sel par jour. Parce qu'une cuillère à café, c'est à peu près 5 grammes de sel. Il y en a, ils versent le sel dans la nourriture. Il y a des femmes, quand elles cuisinent, on dirait qu'elle est amoureuse, comme on dit souvent chez nous. Et le cube magio, et le sel, tout en même temps. Les gens vont manger ça 3 fois par jour. Le matin, il y en a qui mangent salé. Ils mangent midi salé. Le soir, ils mangent salé. Entre les deux, ils mangent salé. Ils mangent les chips. Ils mangent les machins. Tout ce sel-là qui va dans votre corps, là, ça va saturer votre sang. Et ça va créer d'autres phénomènes. Mais en tout cas, par rapport à l'AVC, ça touche au sang. Ça va limiter déjà, ça va diminuer l'eau, parce que le sel fixe l'eau, comme on dit. Mais en plus, il y a un autre problème que le sel pose, c'est qu'il va saturer votre sang. Sang saturé égale sang lourd. Sang lourd égale grave risque d'AVC. En vue. N'oubliez pas le principe. Plus votre sang est saturé par des déchets que vous avez absorbés, mangés ou respirés, mais que vous n'arrivez pas à éliminer d'une manière ou d'une autre par le sport ou autre chose, plus vous avez des risques de faire un accident vasculaire cérébral. Alors, Muriel dit le problème c'est que l'on retrouve le sang, le sel partout, même dans l'eau minérale. Donc, bien lire les étiquettes. Bien, il faut lire les étiquettes. Mais aussi, il faut plus éliminer le sel que nous on mange volontairement. Il y a déjà ce gros sel là qu'on doit éliminer. Pour influencer ce risque-là, il faut d'abord commencer par les choses les plus basiques. C'est pas la peine de mettre 5 cuillères de sel dans la nourriture. C'est pas la peine de manger trop salé 3 fois par jour. C'est pas la peine d'aller manger comment on va appeler ça, les boîtes entières de chips salées. Boîte entière, même quand on achète les chips bananes, ça doit être encore salé. Alors qu'on mange déjà trop de sel, on sale encore jusqu'au soir, on sale. Généralement, quand quelqu'un a l'hypertension artérielle, on lui demande quoi? De manger sans sel. Les gens qui ont fait des risques d'AVC, on leur dit quoi? Limitez votre quantité de sel. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est le facteur numéro 4 dans le monde entier. Excusez-moi, je vais être un peu plus long. Le facteur numéro 5 dans le monde entier, c'est la cigarette. Cigarette passée, présente. Ce n'est pas une question de nombre de paquets fumés. Le fait que vous fumiez va augmenter vos risques de faire l'AVC. On recommence encore une fois. On recommence encore une fois le même processus. L'AVC est dû à la saturation de votre sang. Tout ce qui va saturer votre sang que vous allez consommer, soit par vos poumons, par la cigarette, qui va entrer dans le sang,
qui va salir, qui va embrouiller, qui va alourdir votre sang et que vous n'arrivez pas à éliminer tous les goudrons que vous fumez dans la cigarette là, qui ne sortent pas, on ne sait même pas quelle est la composition de certaines cigarettes. Et puis les cigarettes qu'on vend chez nous, qu'on appelle cigarettes du bled ici en France, sont beaucoup plus toxiques que les cigarettes d'ici. Elles sont beaucoup plus chargées, beaucoup plus lourdes. Ça, c'est dans le monde entier. Mais en Afrique centrale, le facteur numéro 5, voilà. Donc, quand on regarde l'Afrique centrale, ah oui, j'ai oublié. En Afrique centrale, un des facteurs importants aussi, c'est la saturation de la pollution de l'air. C'est la pollution de l'air, mais la pollution de l'air intérieur. C'est un facteur de risque très important parce que ce qu'on brûle à l'intérieur des maisons, les personnes qui font par exemple la cuisine avec le feu de bois, prenons ce cas-là, qui sont par exemple des personnes en zone rurale ou qui sont dans d'autres zones même, hein, qui font la cuisine avec des combustibles saturés, des combustibles qui créent des problèmes, des combustibles qui nous amènent à inhaler, à respirer des choses qui vont rester dans notre corps, qui vont alourdir notre sang, parce que c'est des particules qui vont s'attacher, elles vont alourdir votre sang, comme quand je vous disais les déchets du riz que vous jetez dans les tuyaux de vos canalisations. C'est la même chose. Les particules là, vous ne les voyez pas. Mais vous respirez seulement, ça rentre, ça pénètre. C'est dans le sang net. Dès que c'est dans le sang, sortez maintenant ça. Ça ne sort pas. Ça n'a pas été éliminé par le pauvre foie. Il ne sait même pas. C'est directement dans le sang. Donc ça circule. Ça circule. Ça va dans tous les organes. Jusqu'à un moment donné, ça va tomber sur une artère qui malheureusement va être bouchée. Donc ça va faire le bouchon. Et là, on va commencer avec les problèmes d'AVC. Vous allez voir la mamaro ou le paparo. Un jour, il n'arrive plus à s'habiller. L'oxygène, le sang n'arrive plus dans certaines zones. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce facteur? Il faut essayer d'utiliser des combustibles plus propres, moins chargés en carbone ou en autre chose, en hydrocarbures, parce qu'on respire l'hydrocarbure. N'oubliez pas, l'hydrocarbure, c'est-à-dire le gaz et tout le reste, mais je parle plus des combustibles. Tu prends le carbone, tu le fais brûler, et ça te crée des fumées terribles dans la maison. La maison est fermée. Tu respires tout ça. Ou bien ça s'attache partout parce que les particules là ne sortent pas. Ça s'attache. Tu vois, la maison est déjà noire. Le noir là qui est dans la maison, dans la cuisine là. Le noir que vous voyez là. C'est du carbone. Quand vous voyez une cuisine de chez nous, vous allez vous dire, oh maman, la cuisine est bien noire parce qu'on cuisine au feu de... Mais c'est du carbone qui est fixé là. C'est de la saturation. Ça veut dire que votre air est saturé, que vous respirez ce carbone-là. Ce que vous voyez là dans la cuisine là, est dans les poumons de la maman et dans le sang de la maman qui est dans la cuisine H24. C'est ce que ça veut dire. Je n'ai fait que 5 facteurs. Je peux vous faire les 17. Et il y en a plein. Il y a la pollution extérieure. Et pareil, il y a quelqu'un qui est en train de faire, j'en parle pas, mais quelqu'un est en train de faire une étude sur le taux de saturation extérieure autour de la décharge de Mindoubé. C'est impressionnant. Parce que tous ces produits qui sont brûlés, qui libèrent des substances toxiques, qu'on inhale, non seulement ça nous crée plein de problèmes, parce que c'est de là que viennent les cancers et tout le reste, mais en plus, ça augmente aussi la saturation du sang. On respire du plomb, on respire je ne sais même pas quoi dire, le manganèse avec les gens qui font la route, Colas. On respire, qu'est-ce qu'on ne respire pas? Quand les gens brûlent, ils brûlent même des composés toxiques, des métaux lourds qui sont dans les ordinateurs, qui sont dans les machins, on brûle ça à la décharge de Mindoubé. Vous savez combien de personnes sont en risque autour de cette décharge? Combien de maladies bizarres on va constater chez ces gens? Tous ceux qui habitent autour de la décharge. Pendant ce temps, les pouvoirs publics, ma boule qu'on met toujours en place, à base de 5 000 qu'ils achètent nos voix, et vous allez voter pour mourir. Vous allez acheter votre mort. La nourriture est vendue à l'extérieur, exposée à toute forme de pollution. Un diesel plus saturé que tous les diesels, même dans le monde.
l'essence plus saturée qu'ailleurs. Tout ça se dépose sur les pommes que tu achètes à la gare routière, sur les pommes que tu achètes au 8. Ça se dépose sur les oranges que tu achètes. Ça se dépose sur la salade que tu vas manger. En plus des pesticides, ça se dépose sur les tomates. Tous ces métaux lourds qui vont ensuite saturer notre organisme, qui doit être sain et protégé, qu'on absorbe même par notre peau. Ici, on surveille, dans d'autres pays, on surveille la qualité de l'air. Parce que l'air, c'est la chose avec laquelle on est le plus en présence tous les jours. On est en contact avec ça par toutes les manières. Tu ouvres la bouche, l'air rentre. Tu respires, l'air entre. Même par les yeux, ça rentre. Par la peau, ça rentre. Si ton air est saturé, que tu n'as pas la possibilité d'avoir un air propre. Et ça, quand je dis saturé, il y a deux formes de saturation. Il y a la saturation aux métaux lourds. Ce n'est pas le vent qui va enlever les métaux lourds. Je suis désolé. Il y en a qui disent on a la forêt, ça va, on est bien. Non, il y a des métaux lourds. Si on n'a pas un contrôle de comment on brûle, on gère la décharge de Mindoubé, de la composition de du goudron qu'on met à l'extérieur. Parce que tout ça, c'est des hydrocarbures qu'on va déverser comme ça devant tout le monde. Toute une journée, on passe là. On ne sait même pas quelle est la composition. Le diesel qui sort des moteurs, ça sort avec des gaz qui sont très dangereux. Et c'est pas l'air de la mer qui va chasser les gaz là. C'est pas ça. Les particules là sont là. C'est des microparticules. Elles ne vont pas disparaître avec l'air. Peut-être vous allez me dire le pollen, oui, ça marche. Oui, voilà, on peut régénérer l'air. On peut lutter contre le pollen avec de l'air. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est des particules d'à peu près 2,5 microns. Il n'y a pas de souci. Mais les micros et les ultra fines, je suis désolé, vous allez bombarder de l'air dans tout Libreville, ça ne va pas les chasser. Parce qu'elles s'incrustent vite, et elles rentrent profond, et elles restent longtemps. Elles ne se désintègrent pas facilement. Les microparticules. Alors la poussière, ça va, c'est gérable. Certaines fumées, ça va, c'est gérable. Oui, avec la forêt qu'on a, on peut réussir à renouveler notre air à ce niveau-là. Mais la pollution ne se limite pas là chez nous. Et c'est encore nous qui n'avons pas les structures hospitalières pour déceler ces problèmes, pour les soigner. Donc, je vais finir. Je ne vais pas aller trop loin. Faites du sport. Ça va permettre d'éliminer ce que vous avez dans votre corps. Ça permet aussi d'aérer et de bien distribuer votre sang dans vos artères. C'est très bien. En plus des autres avantages. Ça permet aussi de vous mettre moins en stress, donc de déclencher moins les mécanismes de protection qui sont des mécanismes animaux qu'on a en nous. Parce que l'adrénaline, c'est cette adrénaline-là de problème. Ça, le faire de sport, ça permet d'éliminer les problèmes, de les prendre différemment, de ne pas être en stress et en flux tendu tout le temps. Ça aide déjà beaucoup le sport. Manger des fruits et légumes. En France, ils disent 5 fruits et légumes par jour. Essayez. Le sport, ça vous permet en plus de ne pas être en surpoids. Mangez moins sucré. Parce que c'est le sucre qui crée plus le gras que le gras lui-même. C'est-à-dire que si vous mangez de la bonne graisse de viande, cette graisse-là n'est pas dangereuse comme l'est le sucre. Le sucre permet, c'est de l'énergie que vous consommez. Et cette énergie va se transformer en gras. Le corps fait du gras grâce au sucre. Si ce sucre n'est pas utilisé par le corps lui-même, par les muscles et tout le reste, il va créer du gras avec. Donc, le sucre est plus dangereux pour fabriquer les graisses que la graisse elle-même. La graisse, en général, quand on la consomme, elle va même jusqu'au cerveau, elle va aider le cerveau à fonctionner parce que c'est de l'énergie qu'on consomme sous forme pure. Mais quand on consomme du sucre, c'est de l'énergie sous une forme transformée. Parce que derrière, ça va nous amener, lorsqu'on en prend trop, non seulement ça crée tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, mais en plus ça va permettre au corps de faire des réserves. Parce qu'il fait les réserves à base de sucre. C'est le sucre qui est le principal déclencheur des réserves dans le corps. En général, il faut arrêter de manger des 10-15 morceaux de sucre par jour. Manger, comme dit Jefferson, manger des sucres lents. Arrêtez de manger du saccharose, donc de prendre le sucre de la canne à sucre là, le sucre qu'on vend chez le Malien. Vous prenez, il y a des gens qui font le café avec 4 morceaux de sucre. En général, dans la journée, il faut éviter d'avoir
manger une dizaine de morceaux de sucre dans la journée. Mais vous vous rendez compte que quand vous prenez une bouteille de coca, les gens qui vont au Gabon, je ne parle pas de celle de 2 litres, je parle de la petite bouteille, pas la petite toute petite, la bouteille moyenne, je crois que c'est 75 centilitres. Elle contient, d'après certaines analyses, tout un paquet de sucre dedans. Tout un paquet. Vous prenez une bouteille de coca par jour, vous êtes déjà au-dessus des normes. Mais il y a des gens chez nous qui te prennent 3, 4, 5 coca par jour. Et en plus, c'est même pas le même coca qui est normalisé ici. C'est une poudre de coca qu'on vous envoie et qu'on rend hyper sucré pour que les gens soient beaucoup plus accros. Donc, en fait, ça va. Les gens qui boivent le coca, les jus, en tout cas, quand je dis le coca, c'est les jus. Les gens qui boivent les jus dans nos pays sont exposés à plus de maladies que les autres qui boivent même la bière. On tombe dans ce problème-là. Ça veut dire que les gens, oh, moi je suis chrétien, moi je n'aime pas boire les alcools. D'accord. Quand tu calcules le taux de choses mauvaises qu'il y a dans une bière chez nous, le taux de choses mauvaises qu'il y a dans le jus est plus élevé. Parce que dès que tu dis seulement que dans une bouteille de 75 centilitres de jus, tu peux retrouver l'équivalent d'un paquet de sucre, c'est fini. Mabé. Et il y en a qui vont te boire ça 5 fois. Tu vas rendre visite à un don. Il te dit, tu veux boire le jus? Oui, le Gino. Gino, je ne sais pas si c'est 2 paquets qu'il y a dedans. Tu veux boire le jus? Oui, je t'offre le coca. Ça, c'était le matin. Gino. Midi, coca. Après-midi, je sais pas, Fanta. Le soir, ja. Voilà. Jefferson, un verre, rien qu'un verre. Tu vois, un seul verre de coca, c'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Et il y en a qui ont fait des analyses en disant que dans une bouteille de 75 centilitres, il y a l'équivalent d'un paquet de sucre. Vous vous rendez compte? Et ça, vous prenez... donc, il y a des gens, quand tu prends 3 coca, tu viens de manger 3 paquets de sucre. Tu prends 2 verres, tu viens de boire 10 morceaux de sucre. Tout ça là, AVC, dedans. Surpoids, dedans. Diabète, dedans. Dans le coca qu'on boit, c'est pour ça que la plupart des gens qui boivent les jus se retrouvent avec plus de risques d'AVC. Eux, ils disent, oh, moi je vis sainement, hein. Je ne bois pas la bière, hein. Je ne machin. Voilà. Il ne faut pas confondre moralité et santé. S'il est interdit dans ta religion, dans ton système de pensée de boire du vin ou de l'alcool, c'est important, je comprends. Mais ce n'est pas pour autant que tu seras en meilleure santé. L'alcool crée d'autres risques, on est d'accord avec les dépendances. Mais les risques réguliers que tu as en buvant le coca sont aussi là. Il faut aussi traiter ces risques-là. C'est très important de regarder les deux choses. La dépendance à l'alcool d'un côté, qui crée des risques, des problèmes terribles. Et de l'autre côté, la dépendance au sucre et le fait d'avoir une alimentation hyper sucrée. Je m'arrête là pour le moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le taux de cholestérol. Donc le cholestérol, en gros, c'est le mauvais gras qu'on retrouvera dans nos artères. C'est comme si vous avez vos tuyaux qui sont saturés avec de la graisse qui s'est déposée. Et cette graisse-là peut se détacher. Et quand ça roule avec le sang, ça peut boucher les artères. Donc quand vous avez ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, ce mauvais cholestérol, c'est ce que le médecin va vous demander de surveiller. C'est du mauvais gras. Il y a d'autres facteurs. Faites de l'activité. Et puis influez sur vos gouvernants. Parce que c'est eux qui décident des politiques qui vous exposent à des facteurs que vous ne pouvez pas gérer. Il y a des facteurs que vous ne pouvez pas gérer, que seule une influence sociale peut gérer. Le fait de contrôler ses carburants, le fait de contrôler ce qu'il y a dans les bouteilles de machin de Sobraga. Ça, ce sont des actions sociales. Si vous ne faites pas ces actions de société pour influencer sur des gouvernants ou des décideurs, même si vous éliminez les autres risques, ceux-là seront toujours là. Parce que ici, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des associations de consommateurs, des associations d'usagers. On ne sait même pas de quoi est composé le bitume de notre route. Mais là, c'est des politiques publiques. Ce sont des citoyens qui doivent s'emparer de ce problème et dire que comment est-ce que notre État nous fait mourir ou nous fait vivre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis conscient que je ne peux pas traiter ce problème en profondeur, en largeur et en hauteur. Mais au moins, j'espère que vous avez eu quelques indications qui vous permettront d'améliorer ce que vous pouvez. Et surtout de vous positionner et être résilient et dire, je vais changer les choses. Parce que je ne veux pas mourir comme un mouton. Je ne suis pas le mouton de la tabaski de quelqu'un. Je m'arrête là pour le moment. On est ensemble, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien.